aujourd'hui pour introduire ce nouveau bookmag. Je viens tout juste de uploader la précédente vidéo, donc du coup j'attaque parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai terminé en début de semaine les Dominos de la vie de Laure Manel, qui a été, je dirais pas une lecture coup de cœur, mais qui a été une très très belle lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman de Laure Manel et ça a fait extrêmement du bien. Je crois que je vous ai lu la 4e de couverture dans le précédent bookmark. Vous n'êtes pas obligé de voir les fringues de mon chéri. Voilà. Quoi vous dire dessus? Alors c'est un roman qui se lit très très vite parce qu'on alterne du coup un chapitre avec la vie d'Amélie au présent et des chapitres, on peut pas appeler ça des chapitres, mais des pages flashback. Et j'ai su en fait à la fin du roman que l'autrice en fait avait subi les choses dont on parle dans le roman. Et j'ai eu un double pincement au cœur. Parce que je pensais pas que ce roman serait aussi personnel pour l'autrice. Et franchement, voilà, c'est quelque chose de très personnel qui appartient à l'autrice. Elle a voulu l'écrire et je pense qu'elle a bien fait de l'écrire. Donc du coup, après, on part sur une... en fait, si vous voulez, Amélie va accoucher de son petit garçon et il va s'en suivre des problèmes médicaux, de très gros problèmes médicaux. Et le jour où elle va apprendre, où elle en est enfin débarrassée, eh bien, elle va vouloir vivre, tout simplement. Elle a l'impression d'avoir droit à une seconde vie. Donc, du coup, elle va en profiter à fond. Et de là, du coup, va découler une reconstruction, un changement de vie radical. Donc, voilà, j'avais vraiment peur qu'à la fin du roman, elle ne puisse pas se reconstruire comme elle le souhaitait. Et heureusement, l'autrice a donné une fin au roman, donc c'était super chouette. Comme je vous le dis, les livres de Laure Manel se lisent très très vite. Ensuite, on change carrément de catégorie. J'ai pris la BD Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane de Agathe et Brasse au salon de Brive cette année. Généralement, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'essaye toujours de prendre un roman ou une BD sur Oradour-sur-Glane parce que c'est un village martyr qui me tient à cœur, que j'ai déjà été voir 2 ou 3 fois et l'effet est toujours le même. J'ai fortement apprécié cette BD parce que j'avais déjà lu des romans où c'est le petit garçon en fait qui a survécu à l'attaque nazie. Et là, en fait, c'est le grand-père d'Agathe qui, en fait, Agathe va retranscrire en fait l'histoire de son grand-père via cette BD. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que sur les planches, en fait, on alterne un peu passé-présent. Je sais pas trop si je vais réussir à trouver une planche pour vous montrer un petit peu ce que je veux vous dire. On a bien sûr le massacre dans l'église, dans les garages. Franchement, je ne comprends pas comment des êtres humains ont pu faire ça. Enfin, je ne le comprendrai toujours puisque ça n'est pas à comprendre. Mais je sais pas si je vais trouver. Non, j'arrive pas à trouver. Là, comme là sur cette planche, on a Oradour à l'époque et Oradour maintenant. Et je trouve qu'on ne doit pas perdre ce qui s'est passé pendant cette guerre, parce qu'il va y avoir de moins en moins de témoins encore en vie pour en témoigner. C'est le gars du grand-père d'Agathe. Je suis tellement désolée pour elle d'avoir perdu une personne comme son grand-père. Franchement, c'était à travers la BD, j'ai senti quand même que c'était un homme fort, puisque c'était un des survivants d'Oradour. Et quand je pense à ce qu'ils ont dû faire pour survivre, c'est franchement voilà, une honte. Il faut savoir qu'en fait, le village d'Oradour-sur-Glane a été, je dirais pas raflé, mais a été martyrisé par les nazis parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en train de perdre. Et le temps de remonter en fait en Allemagne, ils se sont dit qu'ils allaient brûler quelques villages, dont Oradour-sur-Glane. Ils ont fait aussi une descente à Tulle. Donc voilà, ça fait partie d'une histoire... voilà.
Je rentrerai pas dans les détails parce qu'à chaque fois que je parle de ce village, j'ai un gros pincement au cœur. Pour celles et ceux qui seraient intéressés de visiter le village martyr, parce que du coup, ils ont gardé le village bombardé et ils ont reconstruit après des maisons un peu plus haut pour reconstruire le village de Radour-sur-Glane. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle le dit dans la BD, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, je crois que seuls 20% des habitants d'origine habitent dans le nouveau village de Radour-sur-Glane. Le village se trouve à, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure de Limoges. Voilà. Moi, je sais qu'on l'avait fait une fois en une journée. Il me faut un peu plus de 3 heures, je crois, pour y aller, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, un jour, je pense que si jamais on part en vacances pas très loin de Limoges, je le ferai visiter à Julien pour qu'il sache. Voilà. Ce que j'ai apprécié également dans cette BD, et ce que je trouve peut-être un peu dommage au village, c'est d'avoir des images du village avant. Enfin, c'est des images, c'est des dessins. Mais j'aimerais, en fait, quand on visite le village martyr, qu'on voit à quoi ressemblait le village avant. Voilà. Pour voir l'étendue, pour bien comprendre l'étendue des dégâts et tout ça. Et je le dis, je le redis, pour ceux qui visiteront le village, si vous allez au mémorial, regardez comment on appelle ça? Les montres à gousset. Regardez toutes les montres à gousset, elles sont toutes arrêtées à la même heure. Ça, c'est un truc, ça m'a... Vous voyez, je m'en souviens encore, alors que la dernière fois que j'ai été à Roidour-sur-Glane, je devais avoir peut-être entre 18 et 20 ans. Mais cette image m'avait énormément choquée. Toutes les montres à gousset sont arrêtées à la même heure. Bref, on va essayer de parler de choses plus glorieuses, mais voilà, je remercie Agathe d'avoir décidé de témoigner de l'histoire de son grand-père. Il existe aussi en roman. J'ai décidé de prendre la BD parce que j'ai lu énormément de romans sur le village et j'avais envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus illustré. Si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Du coup, après, j'ai décidé de lire Un jour tu paieras de Petronio Rostagna. Et alors là, pareil, petit roman, il fait 283 pages, je l'ai mangé en une journée. C'est-à-dire que je l'ai attaqué lundi soir, je l'ai terminé hier soir. C'est un roman, je l'ai adoré. Ça m'a beaucoup fait penser à La Défense Lincoln, où justement on suit l'histoire du point de vue de l'avocate. L'avocate s'appelle Pauline. Et on ne suit pas en fait l'histoire via un policier. D'ailleurs, je vous ai même pas lu la 4e de couverture de celui-là. Attends. Le corps d'une lycéenne est retrouvé entre la vie et la mort en pleine forêt de Rambouillet sans qu'on ait la moindre piste. Qu'a-t-il pu lui arriver? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carrel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide. Il n'a aucunement le profil du coupable. Pourtant, tout accuse ce brillant étudiant en médecine. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l'opportunité de se faire un nom, mais alors qu'elle se bat pour blanchir son client, certains épisodes de son passé menacent de ressurgir. Voilà, un énorme coup de cœur, les chapitres sont courts, on alterne chaque chapitre avec un personnage différent. Les fins de chapitre se terminent toujours par des cliffhangers, on a toujours envie de tourner les pages pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui a fait quoi, comment, où, enfin voilà. Moi, je sais que l'autrice m'a complètement happée. Après, ce que j'ai aussi aimé, c'est que elle ne va pas aller dans le jargon policier. Elle ne va pas aller non plus dans la description trop détaillée. Voilà. Elle a plutôt une écriture directe, concise. Et franchement, ça match de folie. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais attendu autant de temps pour découvrir Petronio Rostagna. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai encore plein d'auteurs comme ça que je n'ai pas découvert. Et voilà. J'ai pris ce livre parce qu'en fait, l'année dernière à Brive, je lui avais pris... et tu n'ouvriras pas les yeux, ou j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, le 3e tome de cette saga. Et bien sûr, juste avant Brive 2024, je me rends compte que c'est un 3e tome. Donc j'ai dit que j'allais lui prendre les 2 premiers le week-end dernier. Voilà, tout simplement. J'ai lu le 1er tome, j'ai envie de bouffer le 2, mais je me dis que je veux me laisser un peu un peu d'attente parce que j'adore vraiment le personnage de Pauline, elle est fantastique. Franchement, moi,
J'adore comment Petroni a travaillé le personnage, voilà. Donc si vous voulez avoir un bon thriller qui vous change un peu, parce qu'on n'est pas dans une enquête policière, on est plus dans une enquête d'une avocate pénaliste, pardon. Donc voilà, si vous avez aimé par exemple La Défense Lincoln sur Netflix, vous adorerez forcément ce tome-là. Même si je pense qu'il est un peu plus noir que La Défense Lincoln quand même, mais bon... Ceux qui l'ont lu et ont vu la série comprendront. Du coup, je n'ai pas voulu m'arrêter en si bon chemin et j'ai repris à l'audio celui-ci. Où je vous dis très clairement que le week-end où je suis allée à Brive, je n'avais plus du tout envie de l'écouter. Parce qu'en fait, ce que me propose l'autrice, ce n'est pas fait du tout pour moi. Avoir des scènes de... Mais je peux peut-être vous le dire, mais... Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, les choses qui se passent dans ce roman, même si je pense que la réputation de l'autrice n'est plus à faire, mais en fait, ça m'a gêné énormément dans la première moitié du roman, en fait. Et là, pour le moment, ça a l'air de plutôt se calmer, mais on est quand même pas mal... Voilà. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Moi, je me comprends, mais voilà, on va dire qu'il y a des scènes pas top, qui se passent dans le roman, mais qui se passent à répétition et en un très peu laps de temps. Voilà. Et ça m'a refroidi de suite, en fait. Je suis pas cliente de ça, les romans noirs, polars noirs, tout ça. Non, j'ai envie de dormir la nuit, moi. Donc c'est pour ça que je l'écoute dans ma voiture en journée. Et j'en suis là. Voilà. Je pense qu'il doit me rester 4 heures d'écoute. Mais bon, je l'aurai pas terminé cette semaine parce que demain j'ai peut-être 1h30 et vendredi je reste sur Aurillac, donc je ne l'écouterai pas vendredi. J'espère le terminer la semaine prochaine pour pouvoir m'en débarrasser. Et puis, je ne réitérerai pas avec cette autrice. Voilà, parce que ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, maintenant, ce matin, j'ai voulu aller chercher le roman que j'avais pris pour le challenge de Lola, pour valider la catégorie livre un roman qui se passe dans un pays nordique. Et j'ai voulu prendre l'Inuit de Momalo, que je lui ai pris à Limoges cette année. Mais l'Inuit se passe au Groenland, donc rien à voir avec les pays nordiques. Donc il va falloir que je recherche un roman qui se passe sur les pays nordiques. Donc je vais regarder, j'ai un Sonia Delzong, je dois avoir du Ragnar Jonasson, donc je vais devoir fouiller ma palle pour essayer de trouver. Mais du coup, en attendant, je vais lire une autre catégorie. Et je vais lire du coup La Malédiction de Satapour de Sujata Massé, qui est une enquête de Pervin Mistry. C'est 3 tomes. Alors le premier, est-ce que je vais le voir d'ici? Le premier. C'est Les Veuves de Malabar Hill. Oui, c'est ça. Le premier, c'est Les Veuves de Malabar Hill, La Malédiction de Satapour. Et le troisième, c'est Le Prince de Bombay. Voilà. Je suis toujours en retard dans toutes les sagas qui soient possibles. Donc du coup, voilà, je vais lire un tome 2. Je vous lis la 4e. Inde 1922. Pervin Mistry a rejoint le cabinet d'avocat de son père, devenant la toute première femme avocate en Inde. Un statut qui ne manque pas de faire débat alors que seuls les hommes sont autorisés à plaider au tribunal. Mais quand une malédiction semble s'abattre sur la famille royale de Satapour, un petit état princier pratiquement la purda, séparation stricte des femmes et des hommes, elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. Le Maharaja et son fils aîné sont morts abruptement l'un après l'autre dans des circonstances étranges. Alors que la Maharani douairière et sa belle-fille se disputent le contrôle du jeune prince héritier, Pervin se retrouve au cœur de dangereux jeux de pouvoir. Entre jalousie ancienne et vendetta meurtrière, saura-t-elle protéger les enfants royaux? Un mystère captivant qui nous entraîne dans l'Inde du début du XXe siècle et met en lumière la place qui y occupent les femmes. Voilà. Alors, qui c'est qui a mis les lectures de Manon?
Une fois complètement entrée dans l'histoire, je me suis laissé emporter, les pages ont glissé sous mes doigts et j'ai tenté de trouver les coupables. J'avais hâte de découvrir le dénouement. Voilà. Il y a d'autres avis. Après, je connais pas les autres personnes. Si Léa Boukadik te dit un roman historique fort en sensation, une lecture divertissante et enrichissante. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome, surtout qu'en plus c'est un beau bébé. Je voulais le prendre au départ à l'audio, mais il n'existe pas. Il n'y a que le premier tome qui existe en audio, donc j'ai dit tant pis. Du coup, il fait... On va y arriver. Et à la fin, vous avez un glossaire pour pouvoir vous aider à traduire les mots. Et il fait 476 pages. Donc j'espère le terminer d'ici la fin de semaine. Comme ça va me faire pas mal avancer ou récupérer mon retard du challenge. Comme ces 2 derniers week-ends, j'ai pas trop lu ni rien. Voilà, j'aimerais récupérer mon retard. Et c'est surtout que je ne suis plus dans le top 10. Donc voilà. Le Karine Jebel, déjà, il fait plus de 500 pages. Celui-ci, il en fait 475. Voilà, je vais essayer de rattraper mon retard aussi vite que je peux. Et voilà. Sur ce, ça fait déjà un quart d'heure que je blablate avec vous. Je vous reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai terminé mes lectures pour vous refaire un point lecture. Je ne pense pas vous reprendre avant. Est-ce que j'ai des choses importantes qui doivent arriver? Non. J'ai l'album de Linkin Park qui va pas tarder à arriver, donc je me ferai un plaisir de l'écouter. Si j'ai vu une story du Stade de France où je me dis que peut-être il y aura Linkin Park l'année prochaine en concert au Stade de France. Vous imaginez Coralie au Stade de France? Ça serait énorme, on n'est pas d'accord? Ça serait franchement, ça serait de la balle, ça serait de la bombe. J'aurais fait. Non, il me manque l'Arena, l'Accor Hôtel Arena à Paris, qui est l'ancien Bercy. Mais Coralie au Stade de France. Enfin bon, je m'emballe pas trop, j'espère juste que c'est bien ce que je pense. Et si c'est bien ce que je pense, il va falloir que je dise à mon chéri que l'année prochaine, on ne va pas à Nanterre, mais on va au Stade de France. Il va me détester. J'en suis sûre. Bref, revenons à nos moutons. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Mais de toute façon, quand je vous reprendrai, je vous dirai si c'est... si c'était bien Linkin Park au Stade de France, puisqu'on aura l'annonce demain à 1h, si j'ai bien compris. Voilà, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est mardi soir et je viens vous faire un petit point rapide sur mes lectures. Mais avant ça, je dois quand même vous annoncer quelque chose. Je pense que vous allez en avoir marre de moi et de mon groupe de musique préféré. Mais en fait, pour la petite histoire, hier, oui c'est ça, hier j'ai reçu un mail de la part du site officiel de Linkin Park me disant que il me donnait un code d'accès pour les préventes qui avaient lieu aujourd'hui à 1h. Alors j'ai trouvé bizarre parce que sur le site du Stade de France, il disait que les préventes seraient que jeudi. Donc je me suis dit, bon, on va quand même essayer. Et j'ai bien fait d'essayer parce que du coup, je vais voir Linkin Park au Stade de France. Je suis trop contente. J'ai réussi à choper les places. Je vous dirais que je n'ai pas forcément tergiversé sur ce qu'il y avait. Je savais déjà que je voulais une place en carré or. Donc je suis allée sur carré or, 2 places, placement automatique, les places en côte à côte, impeccable. J'ai regardé à peu près la vue qu'on aurait de la Seine, parce que sur le site du Stade de France, si on marque l'emplacement où on est, on peut voir un peu où est-ce qu'on est par rapport à la Seine. Et on va être quand même beaucoup plus proche que la Défense Arena. Pour vous dire, le Stade de France est comme la Défense Arena, en fait ça fait un ovale. Et au lieu d'être face à la Seine, on va être sur le côté droit, un peu plus devant. Et on aura la Seine en biais, mais on sera quand même beaucoup plus proche. Beaucoup plus proche et en plus la place beaucoup moins chère. Parce qu'à la Défense Arena, je l'avais payé 166,50 la place et là on est à 150.
Vous me direz, c'est toujours cher. Je suis complètement d'accord. Mais je ne les vois qu'une fois de temps en temps et c'est un budget que je me suis dit que je mettrais, qu'il n'y avait aucun problème. Donc je gagne quand même plus de 33 euros alors qu'on est sur une salle beaucoup plus grande. Et là où j'ai pas mal gagné d'argent aussi, c'est sur l'hôtel parce que dès qu'ils ont donné en fait la date du concert, j'ai tout de suite réservé l'hôtel en prenant la possibilité d'annuler le 10 juillet. Voilà. Donc, plutôt que de me payer un campanile, je crois qu'à la Défense Arena, ça nous avait coûté, je crois, pas loin des 200 balles à deux, plus le chien, plus le parking. Enfin, ça nous avait coûté un petit peu un bras. Bon, là, on ne sera pas dans la même gamme. J'ai pris un F1, un hôtel F1 qui est à 100 mètres du stade à pied. Ça me va très bien parce que, bon, apparemment, Saint-Denis, c'est pas la meilleure ville au monde. Mais bref, du coup, pour tout vous dire, parce que je vous cache rien, hein, l'hôtel, petit déjeuner, chien, parking, 78 euros. Voilà. Donc, autant vous dire que, que pour le moment, je gagne de l'argent par rapport à la Défense Arena. Voilà. Bref, parenthèse Linkin Park fermée. On ouvre la parenthèse lecture. Alors, j'ai terminé aujourd'hui l'audio de Ce que tu as fait de moi de Karine Jebel. C'est une très bonne lecture, mais je ne réitérerai pas avec cette autrice. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de descriptions de torture, enfin si je peux appeler ça de la torture. Mais pour ceux qui l'ont pas lu, je veux pas trop vous parler je veux pas trop vous dire de quoi ça parle. Mais voilà, pendant plus de la moitié du roman, on va avoir que de ça. Enfin, ça va être très... moi, ça m'a tordu les boyaux bien comme il faut. Par contre, après, j'aime beaucoup le côté psychologique du roman. Moi, j'aime bien tout ce qui est thriller psychologique. Et là dans celui-ci, j'ai été servie 600 pages, dont la moitié, c'est de la torture. Voilà. Et apparemment, de ce que les copines m'ont dit, c'est le plus soft. Donc, non merci, je ne réitérerai pas, je resterai dans mes petits thrillers classiques, mais ouais, voilà, il y a des autrices ou des auteurs comme ça où ça ne matche pas, et là, je vous avoue que même si j'ai passé une excellente lecture, j'ai encore le ventre retourné de ce qui s'est passé, et ouais, non, c'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour, quand j'en ai marre des thrillers classiques, je repartirai dessus, mais voilà, pas pour moi. Après, vous pouvez très nettement le lire, parce que comme me disaient les copines, il reste quand même assez soft. Je pense que l'autrice a dû faire des romans beaucoup plus hard que celui-ci. Mais en tout cas, c'est une belle surprise, une belle lecture, et surtout un super audio, puisqu'on a deux personnes, une femme et un homme qui vont conter l'histoire. Et franchement, ça rend encore plus la lecture immersive. Parce qu'ils prennent vraiment des accents particuliers. Quand dans le livre, les personnages crient, ils crient également. Non, franchement, ils ont une très très bonne ponctuation. J'ai été hallucinée parce que moi, j'ai été pris dans l'histoire dès le départ, quoi. J'ai fait une pause d'une semaine parce que j'en avais un petit peu marre de la torture, mais j'ai terminé aujourd'hui et franchement, je félicite ceux qui ont fait l'audio. Si vous avez l'occasion ou si vous aimez bien les romans audio, je vous conseille de le prendre en audio parce que franchement, c'est vraiment top. On ne voit pas le temps passer et les personnes qui comptent l'histoire sont vraiment top. Voilà pour celui-là. Prochain audio, je vais essayer de regarder si je peux pas essayer de me prendre une comédie de Noël de Clarisse Sabar en audio pour changer un petit peu parce que là, les thrillers, voilà, thrillers roman noir, je suis un petit peu fatiguée. Donc je regarderai ça d'une fois que je vous aurai laissé. Ensuite, je lis Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Récourt, que je lis actuellement en lecture commune avec François du compte les livraisons de mots. Livraison des mots. Oh putain, j'ai oublié comment c'est son nom. C'est plus, je vous dirai des conneries, c'est livraison de mots ou livraison des mots. Bref. Voilà, nous a proposé une lecture commune avec l'autrice dans le groupe du coup de discussion
d'Instagram. Et c'est cette semaine, hier on a lu jusqu'à la fin du 4e chapitre, donc ça faisait 58 pages. Et je pense que là on va être encore sur 58 pages. J'ai pas regardé encore le découpage de la journée. J'apprécie beaucoup cette lecture commune. On est quand même 84 sur le groupe de discussion. Et pour le moment on est tous unanimes, on adore ce qu'on est en train de lire. Je vous lis la 4e quand même. Aurélie a toujours adoré les festivités de Noël, mais cette année, le sapin et les décorations la dépriment carrément. Cela fera 1 an le 26 décembre que son mari l'a quittée pour une autre. Pour couronner le tout, elle vient de passer dans le camp des seniors et ses enfants n'ont pas le cœur à faire la fête. Alors qu'elle participe à un atelier d'écriture offert par sa meilleure amie Aurélie, compose un texte à l'image de son humeur, mélancolique et un peu chaotique. Or, dès le lendemain de l'atelier, les événements invraisemblables qu'elle a imaginés deviennent miraculeusement réalité. C'est le déclic pour Aurélie. Si elle ne veut pas finir comme l'héroïne de son histoire, seule et abandonnée de tous pour Noël, elle n'a que quelques jours pour apprendre à dire oui à ses envies, à la vie et à l'amour. Pour le pire ou pour le meilleur. Ouais, déjà, je vous arrête parce que l'objet livre est juste magnifique. Moi, franchement, je suis gaga de cette couverture, de cette charte graphique. Elle est magnifique. Et concernant l'histoire... J'adore le personnage d'Aurélie. Donc Aurélie, elle a la cinquantaine et comme dit dans la 4e de couverture, elle va arriver au premier Noël où ça va faire 1 an qu'elle est divorcée. Parce que oui, son cher ex-mari, là, lui a dit qu'il souhaitait divorcer le lendemain de Noël. Il lui a dit qu'il préférait attendre que Noël soit passé pour lui annoncer qu'il voulait divorcer pour sortir avec une nana qui s'appelle apparemment Crystal et qui a, je crois, entre 10 et 20 ans de moins qu'elle. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment un parti pris de l'autrice de prendre le personnage principal qui a une cinquantaine d'années. Dans les comédies romantiques de Noël, on a rarement des personnages de cet âge-là. Généralement, c'est des trentenaires bimbo qui viennent se faire larguer. Là, on est plutôt sur une cinquantenaire qui viennent... ça va faire 1 an qu'elle est divorcée. Elle a 2 enfants de 17 et 22 ans à la maison. Elle a un boulot, entre guillemets, un peu merdique. Mais dès les premières pages, on rigole. Moi, j'ai rigolé hier, c'était tellement drôle. Je peux pas tout vous révéler, mais honnêtement, pour le moment, c'est vraiment une lecture doudou où j'ai rigolé du début jusqu'à la fin du 4e chapitre. Et je peux pas, ça m'embête parce qu'il y a... En fait, dans l'atelier d'écriture, machin, ils vont avoir des mots à placer. Il va y avoir le mot casse-noisette. Et je vous révèle pas tout, je vous révèle juste un truc qui m'a fait trop rire. Et à la fin du 4e chapitre, en fait, elle va sortir de sa voiture et elle va trouver un chien abandonné. Voilà. Elle va décider d'appeler la SPA et tout ça. Et il s'avère que le chien s'appelle Casse-Noisette. Voilà. J'ai trouvé la coïncidence super bien trouvée, franchement c'est magique. Et je pense que les coïncidences, il va y en avoir énormément dans ce roman. Donc j'ai hâte de lire ma partie du jour, d'avancer petit à petit avec tout le groupe Instagram. Et je vous en dirai plus un peu plus tard. Ensuite, je suis parallèlement dans la lecture de ce roman. Donc la malédiction de Satapour de Sujata Massé, je vous en avais déjà parlé je crois dans les précédents plans. J'en suis à la page 206 sur 480 je crois si je dis pas de bêtises. Sur 476. Donc je suis presque à la moitié du roman et honnêtement il se passe pas grand chose. Je dirais pas que j'en suis à m'ennuyer parce que j'adore ma lecture pour le moment. On est en Inde dans les années 20, on est avec une avocate qui n'a pas le droit d'exercice, qui n'a pas le droit en fait de plaider dans un tribunal parce que les femmes n'y sont pas acceptées. Le métier en fait d'avocate n'est pas reconnu chez les femmes. Et elle va devoir en fait, sa force je dirais, c'est qu'elle puisse parler aux femmes qui pratiquent la purda et tout ça. Alors que les hommes ont strictement interdiction de parler à ces femmes-là. Et là, en fait, dans cette histoire-là, elle va se retrouver au palais de Satapour, ce palais-là, parce que le Maharaja est décédé, et du coup, son fils, qui devrait prendre la relève, ne pourra gouverner que d'ici 6 ou 8 ans, si je dis pas de bêtises,
parce il est encore enfant et se pose la question de son éducation. Est-ce qu'il doit être envoyé en Angleterre ou alors est-ce qu'il doit avoir un précepteur sur place, voilà. Et, et du coup, Pervin va être mandaté pour aller voir les... je sais plus comment ils appellent. Les Maharani. Voilà, pour débloquer la situation et voir ce qu'elle peut faire. Mais j'avoue que je suis pratiquement à la moitié du livre et elle vient tout juste d'arriver au palais. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est long et j'espère que ça va s'accélérer un petit peu plus sur ces 2 dernières 200 pages parce que franchement, voilà, ça me donne pas plus envie que ça d'y aller. Contrairement à Un jour tu paieras de Petronil Rostagna où dès que j'avais 5 minutes, je chopais le bouquin. Là, si j'ai 5 minutes, je vais plus lire ma partie du jour du Marie-Lise Trécourt. Vous voyez, pour vous faire un peu la différence. Mais bon, je vais continuer cette lecture. J'espère terminer celui-ci, le Marie-Lise Trécourt, d'ici la fin de la semaine. Ça serait vraiment top. Comme ça, je pourrais attaquer une nouvelle semaine avec 2 nouvelles lectures. Et j'aurai pratiquement terminé le 2e menu du challenge de Lola. Parce qu'il me manque celui-ci à lire. Il me manque Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Et il faut que je trouve un roman qui se passe dans un pays nordique. Et d'une fois que j'aurai lu ces 2 prochains romans, j'aurai terminé le menu. Voilà. Quoi vous dire de plus? Samedi, je suis allée acheter des romans. Et pas pour moi, parce que j'ai une copine qui fête son anniversaire samedi. Donc j'ai été lui chercher les cadeaux. Et en même temps, je suis repartie avec ce roman-là, qui m'avait été conseillé par Lucille au salon du livre à Brive, mais il n'y avait pas l'auteur. Et puis, il y avait pas ce bandeau, mais un bandeau rouge marqué prix Femina 2024. Donc, le bandeau ne m'intéressait pas du tout. Celui-ci, je préférais beaucoup plus celui-ci. Donc voilà, après il m'a l'air d'être assez court. Elle m'a dit qu'il était magnifique, il fallait que je le lise. Donc j'ai dit, allez, feu, je le prends. Et bien sûr, j'ai craqué pour cette beauté. Voilà. Le grimoire d'Elphie, tome 5. Je pense que la luminosité lui rend pas vraiment hommage, mais voilà, je trouve que les couvertures de cette... je vais pas y arriver, hein. De cette saga est juste magnifique. Le bleu en plus est trop beau. Voilà. Je vous lis pas la 4e parce que je vous la lirai quand je lirai la BD, ce qui ne devrait pas tarder, je pense semaine prochaine peut-être. Parce que je l'ai mis pour le 3e menu. Voilà. Ah, ça sent trop bon. Voilà pour mes achats. Bon, j'ai craqué, mais c'est pas non plus énorme. Voilà. Surtout que je sais que le challenge se termine, si je dis pas de bêtises, le 22 décembre. Et après, je pars en vacances. Donc, du coup, je vais devoir choisir mes lectures pour après. Et j'ai de quoi faire parce qu'avec 269 romans, je n'ai pas de quoi m'ennuyer. Surtout qu'en plus, avec les 2 calendriers de l'Avent que je vais recevoir, je vais avoir encore 10 bouquins en plus. Impeccable. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reprends un petit peu plus tard en espérant que j'aurai avancé, voire même terminé La Malédiction de Satapour. Et également, je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt. Je vous reprends très vite. Ciao! Tout le monde, je vous retrouve, on est samedi et je viens pour vous faire un petit unboxing parce que j'ai reçu ma box mensuelle de chez Adelcha du mois de novembre avec le petit tampon, c'est trop mignon. Donc comme je viens de le recevoir aujourd'hui, j'ai dit que j'allais l'ouvrir en direct avec vous. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a contacté? Concocté de joli. Oh, j'adore la carte. Déjà, la carte est trop mignonne. Ça se présente comme ceci. Comme d'habitude, l'emballage et le soin qu'elle apporte aux commandes est juste génial. Et alors, cette petite carte, je la trouve trop mignonne. Mille merci et du mois de novembre. Hop. On va l'ouvrir.
Alors, je ne sais pas si l'année prochaine, je réitérerai encore une année de... Ah, j'arrive pas à le couper. Je vais y arriver. Oui, je ne sais pas si je réitérerai d'avoir une box mensuelle chez Adelcha. Pas parce que la qualité ne me plaît pas et que les box ne sont pas juste magnifiques, mais c'est qu'à un moment donné, je vais avoir trop d'illustrations et je ne saurai plus quoi en faire. Donc je pense que l'année prochaine, je partirai, je vais faire une année complète. Je crois que j'avais commencé au mois de mai, donc je vais aller jusqu'à avoir celle d'avril. Et après, je ferai des box de saison plutôt. Alors, il y a déjà une grande carte. Je vais y arriver, hein. Et je veux pas tout arracher. Alors, on a une tisane des druides de Provence d'antan. Hop. On a un petit... La luminosité n'est pas ouf, je m'excuse. Après, on a des petits papiers pour faire du scrapbooking. J'ai un marque-page comme ceci. J'aime beaucoup. On est vraiment sur le haut des arbres. Et c'est en format petit. Pour les livres de poche. Ensuite, j'ai celui-ci en grand format. Avec les lectures, les romans de saison, je pense. Renouveau, Guérison, Réveillon Virgin River, Melinda Monroe, Nouveau départ, Noël à Virgin River, Refuge. Voilà. Une autre petite carte, comme ceci. Je trouve que les arbres sont sublimes. J'essaye de pas trop faire le focus parce que sinon la luminosité est pas fou. Et le grand format. Ouais, c'est vraiment une grande carte. Vous voyez à côté de ma tête. Voilà. Je la trouve juste sublime. Voilà pour la box de novembre. Je la trouve trop kiki. Là, celle qui me tarde le plus de recevoir, c'est la box de décembre. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, c'était tout. Je vous reprendrai un petit peu plus tard parce que j'ai terminé, du coup, Je me dis oui de Marie-Lise Trécourt. Donc, je reviendrai vous en parler en vidéo, mais j'ai pas le roman sous la main. Donc, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est mardi soir, je suis cernée, fatiguée, tout ce que vous voulez, c'est mon deuxième jour de formation et je vous avoue que ça commence déjà à piquer alors qu'il m'en reste encore 3. Ça va bien se passer. Du coup, j'ai regardé le rush d'avant que j'avais enregistré parce que je savais plus du tout où est-ce que j'en étais du vlog, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise ou pas. Et en fait, là, je vais me retrouver à vous chroniquer 3 romans. J'espère que vous êtes attachés. Alors, le premier... J'ai terminé du coup le roman Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt que j'ai lu sur la lecture commune organisée par François Kuhn, les livraisons de mots, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai pas réussi à attendre entre l'avant-dernière et la dernière répartition en fait parce que j'avais passé une seule journée, je me suis dit allez je vais le terminer mais je crois que c'était vendredi si je dis pas de bêtises. Où j'avais fait une journée 5h du matin, 8h du soir, enfin tout, ouais. Bref, tout va bien. Et du coup, je l'ai terminé. J'ai adoré cette lecture. C'est vraiment une lecture doudou qui nous permet de ne pas réfléchir, mais qui m'a quand même interrogée sur le fait de se dire oui un peu plus souvent.
que faire passer les autres avant soi, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, en fait, tout simplement parce que les autres ne feront jamais de vous une priorité. Ça, c'est clair et net, sauf cas exceptionnel, chérie, papa, maman, les choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que moi, dans mon boulot, étant commercial, je fais énormément passer les clients, même des fois, je pourrais faire... j'ai 2 secteurs, je suis au centre, je fais la partie nord, la partie sud, et je serais capable de faire les 2 parties en une journée pour satisfaire mes clients, et je pense qu'à un moment donné, de temps en temps, il faudrait que je dise un peu plus non, parce que ça me comment dire, ça me fatigue énormément de conduire, surtout en ce moment où je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. C'est un peu épuisant au niveau oculaire, donc j'ai un peu de mal. Donc voilà, je vais peut-être prendre la décision de faire un peu plus de pause, c'est-à-dire qu'entre midi et 2, je ne répondrai pas au téléphone, les week-ends non plus, et pendant les vacances, niet non plus. Voilà, ça c'est une nouvelle résolution que je vais mettre en place, pas décembre, parce que décembre ça va être terminé, mais pour 2025. Et aussi le fait d'être trop gentil avec les autres, c'est-à-dire que on va pas forcément me demander mon aide, mais moi je vais la proposer. Même si après l'avoir proposé, je vais dire mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'en avais pas envie en plus? Pourquoi tu le fais? Bref, je suppose que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et voilà. Donc j'ai adoré cette lecture. On passe pas un chapitre sans rire, mais voilà, les chapitres sont drôles, mais c'est pas que de l'humour. Voilà, il y a aussi des sentiments qui passent à travers les chapitres, et c'est ce que j'apprécie énormément chez Marie-Lise Tricot. Voilà, c'est pas que de la rigolade, il faut savoir lire des fois un petit peu entre les lignes, et voilà. Mais le thème choisi est vraiment top, et puis cette couverture est juste magnifique. Donc si vous voulez un roman doudou, rigolo, très rigolo, parce qu'il arrive des péripéties à Aurélie, je vous explique pas, je vais pas vous raconter, mais voilà. Bref, c'est génial, et faut foncer, quoi. Après, il peut paraître un petit peu développement personnel, mais ce n'est pas du mode Ankawa. Ce n'est pas du mode Ankawa, ce n'est pas du Raphaël Giordano, c'est vraiment une comédie saupoudrée de développement personnel, mais pas trop. Voilà, franchement, c'est top, top. Pour ceux qui veulent essayer le genre, il faut lire Marie-Lise Tricot. C'est le deuxième que je lis de l'autrice. Le premier, c'était L'envol des Lucioles, que j'ai très bien aimé. Et pour une fois, enfin, je suis à jour. Je suis à jour dans les romans que j'ai achetés de l'autrice. Donc, je pense que si je vais à Limoges l'année prochaine et qu'elle y est et qu'elle a sorti un nouveau roman, je lui prendrai son nouveau roman. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre roman que j'ai terminé et que j'ai mis longtemps à lire, c'est celui-ci. La malédiction de Satapur de Sujata Massé, qui est le 2e tome des aventures de Pervin Mistry. Donc on est toujours dans les Indes, dans les années 20, et Pervin est avocate, mais elle ne peut pas plaider au barreau, puisque les femmes n'ont pas le droit dans les Indes, dans les années 20, voilà, à plaider au tribunal. Mais par contre, sa force, c'est-à-dire que elle peut aller parler aux femmes qui pratiquent la purda. La purda, en fait, si vous voulez, c'est une maison qui est divisée en deux, une partie pour les femmes, une partie pour les hommes, et les femmes ne rentrent pas en contact avec les hommes, sauf pour la chose, mais voilà, sinon elles restent entre elles, et voilà, aucun homme ne peut parler, donc du coup pas d'avocat non plus. Et là, elle va se retrouver à devoir aller au palais de Satapur parce que 2 des Maharajas sont morts. Un bouffé par un loup, pas par un loup, par un léopard, et l'autre, je sais plus, empoisonnement, je sais plus, je vous dirai une bêtise. Donc Pervin va devoir enquêter, entre guillemets. C'est pas vraiment une enquête, elle va être plutôt sollicitée pour savoir ce qu'on va faire du prochain Maharaja, parce que le prochain Maharaja n'a que 8 ans, donc 10 ans, et il ne pourra être officiellement Maharaja qu'à 18 ans, il pourra prendre les pleins pouvoirs à ce moment-là, et se pose la question de savoir où est-ce qu'on va l'envoyer, dans quelle école, quelle éducation on va lui donner. Donc voilà, Pervin, elle intervient en tant que, on va dire, une espèce de médiatrice. Mais j'ai trouvé ce roman long, mais tellement long. Je me suis pas ennuyée. Mais il n'y a pas d'action.
ne vous attendez pas à lire ce roman avec de l'action. Je crois que la seule action qu'il y a se passe sur les 50 dernières pages. Donc honnêtement, c'est vraiment... c'est un peu la Downton Abbey, quoi. C'est même pas un Cozy Mystery, parce que certes, il y a des décès, mais c'est pas Page Turner comme pourrait être l'été meurtrier d'Oxford, c'est pas rigolo comme pourrait être l'été meurtrier d'Oxford, c'est vraiment une écriture à part un peu spécifique. Faut déjà aimer les ânes, parce qu'il y a énormément de vocabulaire hindou. Bon, il y a un glossaire à la fin pour nous aider à nous repérer, mais voilà. Les prénoms aussi sont indiens. On se situe aussi dans les années 20, donc il faut bien se mettre dans le contexte qu'on n'est pas dans les années 2024. Voilà. Donc, assez particulier pour ce deuxième tome. J'avais préféré le premier. Il me reste le troisième tome et j'aurai terminé. La saga compte 4 tomes, mais le quatrième n'a pas été traduit. Donc, je pense que la saga n'a pas été un énorme succès chez nous. Charleston n'a pas traduit le quatrième. Donc il me tarde de lire le troisième pour pouvoir me débarrasser entre guillemets de cette saga. Mais voilà, si vous aimez une lecture tout en... C'est comme en fait un... Comment dire? Je sais pas, comme si on tricotait en vêtements, voilà, c'est tout en longueur, voilà. Après, les descriptions sont magnifiques, les paysages sont magnifiques, franchement c'est top. On en apprend énormément sur les Indes dans les années 20. On comprend aussi comment le gouvernement britannique va chapeauter un petit peu les Indes, puisqu'à l'époque, voilà, le gouvernement britannique avait son mot à dire sur les Maharajas, sur la façon de faire des Maharajas et tout ça, de la royauté indienne. Donc voilà, c'est très intéressant pour cette partie historique, donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour ça, mais pas réellement pour l'histoire, ni le meurtre qu'elle suscite, enfin voilà. C'est comme ça peut pas plaire à tout le monde. Moi ça va, c'est une lecture qui se lit, mais comme vous le voyez, j'ai mis 12 ou 15 jours pour le lire, donc voilà. Là les chapitres sont longs, il faut avoir le temps, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, c'est des petites briques qui font 476 pages. Voilà. Donc, un de moins. Et je viens de terminer. J'avais pris en audio sur Nextory avec les 15 heures d'écoute offertes que j'avais. La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, qui est le premier tome d'une... Je crois que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre, je vous dirais des conneries. Collection Point Policier. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'on a un chapitre où on est avec Hulda qui a 64 ans, qui va bientôt arriver à la retraite et qui se fait gentiment pousser à la retraite par son supérieur, et elle dit que non, elle veut continuer, elle partira qu'à la condition d'avoir une dernière affaire à traiter, voilà. Ça se passe un petit peu comme ça. Donc on est en Islande, en hiver bien sûr. Donc pays isolé, polar, meurtre non élucidé. Elle décide de prendre à sa charge le décès d'une jeune fille russe qui est venue demander asile en Islande, et ce meurtre date d'il y a 1 an. Normalement, c'est une affaire qui est censée être classée puisqu'ils ont dit que la jeune russe qui s'appelle Elena s'est tout simplement suicidée. La chose qui va l'interpeller, c'est pourquoi elle se suiciderait alors que sa demande d'asile a été acceptée. Je vous révèle rien de faramineux, vraiment c'est dans les premières pages qu'on sait ça. Et on alterne avec un chapitre de temps en temps, avec une jeune personne, avec 2 autres personnages différents, mais on n'a pas les noms, on n'a pas le contexte, on n'a rien. Et de temps en temps, on a quelques flashs du passé d'Hulda. Donc je vous dirais que, je ne sais pas comment c'est dans le roman, mais je pense que ça doit être comme à l'audio, il n'y a pas forcément de... Non, il n'y a rien qui nous dit dans les interchapitres avec qui on est ou pas. Et je vous avoue que quand c'est moi c'est mon premier polar nordique, j'ai eu énormément de mal. Déjà parce que les noms de villes sont à coucher dehors.
entre Reykjavik, tout le monde les connaît. Mais là où est décédée Elena, ça s'appelle pas Reykjavik. Enfin voilà, il y a ça. Il y a les prénoms aussi, les prénoms de pays nordiques qui sont aussi accouchés dehors. Donc c'est un peu compliqué. En plus, dès le début, on alterne directement les chapitres, donc on est complètement perdu. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée complètement perdue. Mais j'ai quand même réussi à suivre le fond de l'histoire. J'ai beaucoup aimé la narratrice de ce livre audio. Par contre, la fin, j'ai été dégoûtée. J'étais dégoûtée de la fin. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fin? J'étais vraiment, mais deg. J'étais dans la voiture, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Bref, du coup. Et ce que j'ai appris, c'est que le tome 2 et le tome 3, on remonte dans le temps d'Ulda. On va avoir Ulda adulte et Ulda un peu plus jeune. J'ai même du mal à dire Ulda. C'est un peu compliqué. Bref, j'ai bien aimé le personnage d'Ulda, cette femme de 64 ans qui n'a pas envie de se laisser faire, qui n'a pas envie d'être à la retraite, que voilà, elle trouve qu'elle fait très bien son job. Par contre, elle est mal aimée de ses collègues, elle a plus de famille parce que, je vous dirai pas pourquoi, parce que sinon, voilà, ça n'a ni queue ni tête de lire le roman. Et j'ai bien aimé l'enquête, mais voilà, ce qui m'a freiné, c'est vraiment les prénoms des pays nordiques, à savoir qui fait quoi, quand, comment. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que plutôt que de me concentrer sur les prénoms, je me suis concentrée sur leur profession. Quand elle était avec un ami, je le savais. Quand elle était avec l'avocat, c'était régulièrement dit. Quand elle était avec un traducteur, c'était aussi dit assez rapidement. Donc voilà, j'ai pu repérer les personnages par rapport à leur profession. Mais s'il avait fallu que je les retrouve grâce à leur prénom, un peu compliqué. Après, l'intrigue, je mettrais un 3,5, 4 sur 5. Et j'ai bien aimé juste avant la fin, là où ça se précise un peu plus, où on en sait un peu plus. J'ai trouvé ça intéressant, mais après, ouais, c'est toujours le même problème avec les prénoms. J'ai eu du mal à situer où est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qu'elle cherchait. L'auteur a réussi à me perdre. J'étais persuadée que c'était tel personnage le coupable et pas du tout. C'est toujours celui qu'on soupçonne le moins, je le sais, hein, mais ça ne veut pas rentrer. Donc du coup, je me demande ce qu'il va nous proposer pour le tome 2 et le tome 3. Je suis même pas sûre d'avoir le tome 2. C'est quoi une nouvelle série? Oui, donc j'ai attaqué l'une de ces sagas. Mais je sais pas la suite. Je sais pas marqué dans le roman. Cela c'est les romans points. Les remerciements. Non, je sais pas quel est le prochain. La Dame de Reykjavik avec Ulda. Mais c'est ça? Mais alors c'est quoi? Avec Harry Thor. Non, c'est pas ça. Bon, ben c'est pas marqué. Bon, c'est une trilogie, déjà ça va aller vite. Et son autre saga contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes. Je suis pas rendue. Surtout qu'en plus, le Schnur, enfin celui-là, là, ici, je l'ai dans ma palle. Voilà, donc j'ai encore validé une catégorie du challenge de Lola. Et pour terminer ce menu, il me reste juste du coup à lire Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Mais pareil, je ne sais pas si je vais le prendre en audio ou pas. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris un abonnement de 15 heures à Nextory. Celui-ci m'a duré 7 heures. Donc il me reste 7-8 heures d'audio sur Nextory. Voilà, c'était tout pour moi. Je pense que je vais vous laisser là pour ce bookmark parce que je pense que d'ici la fin de la semaine, je ne vais pas avoir non plus énormément de temps pour lire. Sauf que là, il est déjà 19h15. Il y a la vie de tous les jours aussi à côté à faire. Faut que je me mette à jour dans mes chroniques aussi. J'ai pas terminé toutes mes chroniques de la semaine. Donc voilà, pas mal de boulot. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais pas avoir bien
grand chose à vous raconter. Je réfléchis, mais non, j'ai pas racheté de roman. Voilà. Non, c'est tout pour moi. Mais, je vous souhaite du coup à toutes et tous une belle semaine, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des lectures en commun avec moi ou si vous avez lu des romans que j'ai lus, de me dire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup lire vos commentaires et prendre le temps d'y répondre, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous retrouve d'ici 15 jours et je serai encore à nouveau en formation, donc il y a moyen que j'écourte le vlog un peu comme aujourd'hui. Je vais essayer de me donner à fond la semaine prochaine pour essayer de lire un max, comme ça la semaine où je serai en formation, il me restera que des fins de romans à lire. Et puis après, plus qu'une semaine avant Noël. Ça va être fantastique. Je vous dis à dans 15 jours. Ciao!